Hello YouTube! Aujourd'hui, on va, dans le cadre d'une réponse à incident, analyser un fichier MFT pour identifier des activités malveillantes. Pour commencer, on va avoir besoin des outils de Zimmermann. Pour les outils de Zimmermann, rien de plus simple. On va sur son site, qui est donc juste ici, télécharger le script Get Zimmermann Tools et le lancer afin d'avoir tous ces outils. J'ai donc les outils de Zimmermann dans ce dossier, juste ici. Et dans ce dossier-là, le dossier BFT, j'ai ici le fichier MFT qu'on va analyser. Je vais ouvrir un PowerShell. On va utiliser l'outil mfte-cmd qui va nous permettre de transformer ce fichier MFT en un fichier CSV. Donc première chose, c'est que je vais me déplacer sur mon bureau. Et je vais même aller dans le dossier BFT. Ensuite, donc le dossier dans lequel se trouvent les outils s'appelle Tools, Zimmermann, NetSys, et je vais utiliser mfte-cmd.exe. Donc ça, c'est mon outil. Je vais utiliser l'option "-f" pour préciser le fichier MFT que je veux transformer. Donc il est normalement juste ici, dans le même dossier. Et ensuite, je vais lui préciser l'option "-csv", donc pour lui dire de transformer pour lui donner le dossier de destination du fichier final. Donc le dossier de destination, ça sera point, c'est le dossier dans lequel je suis. Et "-csvf pour lui donner le nom du fichier. Et je vais l'appeler parse.mft.csv. Et il a pris presque 6 secondes pour s'occuper de ce fichier. Et là, dans notre dossier, on a bien le parse.mft.csv. Alors on peut très bien l'ouvrir dans un éditeur tel qu'Excel ou tout autre, mais vous allez voir que ce n'est pas très pratique. En fait, on a beaucoup de colonnes, beaucoup d'informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui est dans la suite Zimmermann et qui s'appelle Timeline Explorer. Donc on lance Timeline Explorer et on donne à Timeline Explorer le fichier CSV qu'on vient de générer. Le SOC nous informe que l'utilisateur Simon Stark a téléchargé un fichier zip à partir d'un lien reçu par email et on pense que c'est une attaque de spear phishing. On sait également qu'il a fait ce téléchargement le 13 février. Notre but, c'est de trouver ce fichier zip dans la MFT. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer la colonne created. Donc ici, nous avons des timestamps pour la date de création de chaque fichier. Et nous, on va vouloir filtrer pour ne garder que les entrées qui sont du 13 février. Donc, on va pouvoir cliquer ici, aller dans Value, et juste ici, on va avoir à la fin février 2024. Et on va même pouvoir regarder uniquement 13 février 2024. La deuxième information qu'on a, c'est que le fichier, c'est un fichier zip. Donc ici, dans Extension, on va filtrer également pour ne garder que les fichiers avec une extension en .zip. On a 3 résultats. Ces 3 résultats, il y en a un qui s'appelle stage, l'autre cape et l'autre invoices.zip. Alors, si on regarde cape.zip, donc cape c'est l'outil qui sert à faire des extractions de différents fichiers, différents artefacts forensiques, donc a priori ce n'est pas celui-là qu'on recherche. Et le invoices.zip, on peut regarder ici dans son chemin parent, on peut voir que invoices.zip est dans le dossier invoice, qui est lui-même dans le dossier stage, qui est lui-même dans le fichier zip stage 2024-0213, ou plutôt un dossier qui est le résultat de l'extraction de ce fichier zip. Donc on peut en déduire que ce fichier zip, le stage 2024, ça va être le fichier qui a servi à infecter notre utilisateur. Une autre manière de trouver que ce fichier, de valider que ce fichier a été téléchargé depuis l'extérieur, ça va être de consulter les ADS, donc les Alternative Data Streams. Les ADS, en fait, ce sont des métadonnées qui sont rajoutées par le système de fichiers NTFS et qui servent à donner des informations notamment sur leur provenance. Pour ça, on va supprimer ici l'extension .zip et juste ici, on peut voir juste à côté de notre fichier zip
un fichier .identifier. Ce fichier .identifier, en fait, ce sont les ADS, les Alternative Data Streams, qui sont liés à ce fichier-là. Et si on regarde ce qu'il y a dans cet ADS, on peut voir juste ici, zone transfert. Donc là, en fait, on voit que c'est un fichier qui vient depuis l'Internet parce que NTFS lui a mis ce fameux zone transfert, ce fameux ADS, qui nous sert à savoir d'où il vient. Et là, on peut voir host URL, https://storage.googleapi.com. Donc là, ici, on a l'URL de provenance de notre fichier, là où l'utilisateur a téléchargé ce fichier. Maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce que ce fichier a fait? Qu'est-ce que l'attaquant, quel était le but de l'attaquant? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que vu que l'attaquant a utilisé un fichier zip, le fichier zip a été extrait, et de toute évidence, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre filtre .zip, on a vu qu'il a été extrait dans un dossier qui porte le même nom que le fichier zip. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il y avait à l'intérieur en filtrant par chemin parent, et on va filtrer pour avoir uniquement ce fameux stage-quelque chose. On a ici plusieurs fichiers qui sont dans ce dossier stage-. Et ici, donc, on a tous les fichiers qui ont été extraits de notre fichier zip. Il y en a même certains, comme on peut voir ici, qui ont justement des ADS. Et puis, on peut voir référeur URL, donc là d'où vient le fichier. C'est user Simon Stark, download, stage 2024, 0213, etc., -001. Donc, ça vient bien du fichier zip qu'on a extrait. Alors, quels sont les fichiers qu'on a? On a un fichier invoice.bat, ça c'est un identifier, donc ça c'est un ADS. On a le fichier stage, qui a l'air d'être un dossier. On peut voir que c'est un dossier juste dans la colonne isDirectory. On a invoice aussi, qui est également un dossier, et invoices ici, qui est un dossier aussi. On a aussi le fichier zip qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais le fichier qui va nous intéresser le plus, ce sera ce invoice.bat. Tous les autres, c'est des dossiers, voire un zip, mais on n'a pas de fichier vraiment intéressant en dehors de ce .bat. Il y a une chose très intéressante avec ce petit script, c'est sa taille. Il ne fait que 286 octets, ce qui veut dire qu'il est très petit, et une entrée, en fait la MFT fait plusieurs entrées, et toutes les entrées qu'elle fait font une taille de 1024 octets. Lorsqu'un fichier est plus petit qu'une entrée, donc en fait quand un fichier fait moins de 1024 octets, le fichier est entièrement stocké dans la MFT. Donc là, avec une taille de 286 octets, on peut penser, on peut se dire et donc retrouver que ce fichier est stocké dans la MFT et on va donc pouvoir le récupérer. Pour récupérer le contenu de ce fichier, on va récupérer le numéro d'entrée. Donc ici c'est le numéro d'entrée, donc on voit que c'est l'entrée 23436 du système de fichiers NTFS. Une fois qu'on a récupéré ce numéro, on va avoir besoin de la calculatrice. Donc nous avons l'entrée 23436 et on va multiplier ça par 1024, qui est donc la taille d'une entrée de NTFS. Donc nous obtenons ce très grand nombre et j'aurais dû passer en mode programmeur. Donc là, pour l'instant, on va rester en décimale. On va refaire 23436 multiplié par 1024. Voilà. Et donc, en hexadécimal, ça nous donne 16E3000. Et donc, ce 16E3000, ça va être l'offset auquel on va trouver notre fichier. Alors, maintenant que j'ai l'offset auquel se trouve le fichier, je vais pouvoir ouvrir le fichier MFT avec un éditeur hexadécimal comme HXD par exemple. Et ici nous avons donc le fichier MFT en hexadécimal, donc le fichier est juste ici. En fait, à chaque fois on va avoir des entrées avec marqué file 0, mais nous ce qui va nous intéresser c'est de nous déplacer jusqu'au offset qu'on a trouvé ici, le fameux 16E3000. Pour ça on va pouvoir aller dans Search, puis GoTo ou CTRL-G, et là on va pouvoir lui préciser un offset en hexadécimal. Cet offset, donc on a dit 16E3000. On va lui dire OK.
Et là, on s'est déplacé jusqu'au 016E 3000, qu'on voit donc ici. Donc il commence ici, et on voit que c'est bien le début d'une entrée puisqu'il y a le fameux file 0. Ensuite, il y a tout un tas d'informations qui concernent le fichier, et à l'après, juste à ce niveau-là, on voit un echo of.start/b PowerShell.exe. Donc ici, on a vraiment le contenu de notre script. Et donc on va pouvoir récupérer. Ça, c'est bien et bien le contenu de notre script. Jusqu'ici. Alors, je vais le copier également ici. On peut voir à la suite, donc notre fichier, il commence ici, et on peut voir juste après le fichier qu'on a notre fameux ADS, notre fameuse zone transfert, avec la référence de là où il vient. Après, rien ne nous empêche de copier le contenu qu'on a trouvé dans un notepad. Et là, on peut voir qu'il va commencer par démarrer un PowerShell. Et avec ce PowerShell, il va donc faire pas grand chose d'intéressant, mis à part utiliser les identifiants du proxy par défaut. La chose qui est un peu plus intéressante, c'est ce qu'il fait là. Il va aller télécharger un fichier. Donc avec IWR, il va aller télécharger un fichier. Il le télécharge à cette adresse IP sur ce port-là. Et le fichier, il a ici une base 64 que l'on peut décoder. Et on voit que là, à la fin, il fait un IEX, donc une exécution. Donc en fait, il fait une requête ici, et puis ensuite, il décode, et une fois qu'il a décodé, il exécute. Et j'ai l'impression qu'il y a des caractères qui ne sont pas passés. On va essayer de décoder la base 64. Alors on a deux caractères qui ne vont pas fonctionner. Et si on les retirait simplement, on a quelque chose d'illisible. On a un attaquant qui a donc exécuté ce PowerShell. Il a récupéré des données à cette adresse-là et il les a exécutées via le PowerShell. Mais on n'a pas la suite de l'attaque, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.